Par exemple, on dit que ça mes reins et mon cœur de force. Le cœur, il émet un champ électromagnétique qui porte à 5 mètres hein, et qui envoie de l'énergie dans tout l'organisme. Hein. Si vous touchez le champ électrique du cœur, vous ouvrez les portes à l'ennemi, quoi. Bonjour, nous avions comme projet de faire une série d'interviews avec le docteur P, nous l'appellerons le docteur P, que nous aurions diffusé sur Biotique TV, et nous aurions abordé différents sujets et bien entendu de controverses par rapport à la médecine classique, habituelle, universitaire. Hélas, ce projet a été avorté, vous savez pourquoi, avec la disparition de Janine, mais j'ai retrouvé un prototype d'interview, donc quelque part une première approche que nous avions faite avec ce médecin, et je pense important de la diffuser pour quand même expliquer les dessous de l'affaire au niveau médical. Et je pense que ça pourra aider énormément de personnes à comprendre bien ce qui peut se passer derrière leur dos quand ils vont consulter, par exemple. Et je pense que, de mon point de vue, la médecine universitaire est dans une impasse parce qu'elle s'adresse au corps carbone, c'est-à-dire au corps chimique de base. Alors que, vous savez que nous développons le système vibratoire quantique, le cerveau vibratoire quantique, qui est en fait le fonctionnement parallèle dans un autre espace-temps, dans un espace lumière, avec, on va dire, une sorte de fibre optique dans le cerveau sur une base de silice, donc le développement de l'humain sur un fonctionnement silice, qui est finalement le vrai fondamental de l'humain. À partir du moment où la médecine ne tient pas compte de ce mécanisme, elle reste dans la chimie pure et se trouvera systématiquement confrontée à des barrières, à des impasses, parce que obligatoirement, on doit aboutir dans cet espace pour comprendre vraiment le mécanisme. Donc, nous en sommes loin. Nous développons ça, bien entendu, à Selena, dans toutes ces thérapies marginales et novatrices. Mais je pense qu'il est intéressant pour les gens, pour les parents, de comprendre que si, par exemple, vous avez un enfant qui veut fonctionner en silice, par exemple, il est informé, donc il va recevoir des informations supplémentaires dans son cerveau d'adolescent. Si le CVQ n'est pas activé, eh bien ces informations vont pénétrer de force, comme si elles étaient injectées dans le cerveau, et à ce moment-là, sidérer complètement son mécanisme, et à partir de là, la chimie va se déglinguer. C'est-à-dire, il aura des problèmes de dopamine, de sérotonine, des problèmes, etc. Donc on va le chimiquer, hélas. Mais ça ne sera pas la solution parce que on n'aura pas réactivé le mécanisme de base. Juste pour terminer, avant de laisser l'interview, le mécanisme de base de la dopamine étant géré par les temporaux. Encore l'action magique des temporaux. Donc vous voyez cette divergence qu'il y a entre les deux médecines, on va dire la médecine carbone et la médecine silice. Et maintenant, place à l'interview. C'est effrayant. Alors là, en ce moment, j'ai des séries qui sont très significatives. Il y a l'histoire de Marvin, qui est une horreur indépassable, hein, parce que cet enfant a commencé pour un petit désordre de l'adolescence qui n'était même pas justiciable. Et j'aurais dû le voir. 3 fois, ils ont essayé de me voir. Le maléfice a fait que j'ai jamais été là à ce mur quand ils ont voulu me voir. Hein. Ils l'ont donc remis à un médecin qui n'était pas méchant, d'ailleurs que j'aimais bien, c'était un Syrien catholique avec qui j'avais partagé beaucoup, mais incompétent, dirigé par un Allemand totalement fou. Et ils ont commencé par le traiter donc avec la venlafaxine, l'Effexor, dont on sait depuis au moins 1994 qu'il est inefficace et dangereux, surtout chez les adolescents. Et on voit, c'est une tragédie, hein, on voit le produit en train de dérégler les mécanismes sérotoninergiques, l'organisme lutter contre ça en essayant par tous les moyens de rétablir l'équilibre endogène neurochimique. Et le résultat, c'est que son état commence à changer, comme c'est dans la littérature, hein, aboutissant à un moment à se taillader les poignets, ce qui est des cas rapportés. C'est un cas d'anomalie de la sérotonine. Ça existe dans le syndrome de Leschnian, hein, qui est un syndrome, une goutte héréditaire, où les gens se tailladent. Hein. J'en ai vu 3 cas dans ma vie. Hein. C'est un truc très particulier avec un excès d'acide urique.
Et les autres, ils ont fait la faute impardonnable qu'il y a aux États-Unis un état de condamnation, c'est prendre pour des effets de la maladie, des effets du médicament. Ce qui fait qu'ils ont exagéré, puis à un moment arrêté brusquement. Hein. Ce qui est avec ces médicaments, ils sont toxicomaniaques, ils sont développés sur des molécules d'amphétamine. Ça a déclenché donc une crise de manque. À ce moment-là, il se disait, mais qu'est-ce que j'ai, quoi. Hein, il disait, parce que ça fluctuait, mais qu'est-ce que j'ai, je ne suis pas comme d'habitude, il ne s'est pas tué avec son père et tout. Jusqu'au moment où ils ont dit, on va l'hospitaliser de force, et en disant à ses parents, si vous n'acceptez pas de signer, on demandera au préfet de l'interner. Sa mère a signé, elle a signé son arrêt de mort, alors vous voyez... Elle lui dit, mais il ne risque rien, etc. 3 quarts d'heure après, il s'était pendu. Ils ne l'ont pas surveillé pendant 50 minutes, 20 minutes avant de le sauver, hein, parce que le cœur est reparti, mais il était en arrêt cardiaque, et à Dijon, ils ont fini par arrêter les machines, quoi. Hein. Mais ils l'ont laissé se pendre dans un truc où il y avait tout de quoi faire un gibet, quoi. Voilà. Et là, le chef de service a prévenu sa mère en disant, allô, votre fils s'est pendu, au revoir. Ça, c'est l'allemand. Et cette femme est venue crier son chagrin, ils l'ont même pas fait asseoir, quoi. J'ai dit au type, t'es une ordure, quoi. Donc j'ai démissionné à ce moment-là. Et quand c'est apparu, parce qu'un journaliste du bien public, qui est le grand journal de Dijon, si vous voulez, hein, il a su tout de suite qu'un médecin avait démissionné. Il m'a téléphoné, j'ai dit, si vous en parlez, moi je peux pas, tout le monde le sait. Donc il a dit, un médecin, il a mis mon nom pour des raisons de conscience, selon ce qu'on dit dans l'hôpital et tout. 15 jours après, j'ai reçu un papier de l'ordre des médecins disant que j'allais avoir une expertise psychiatrique à cause de l'autre. Alors, j'ai pas pu le bloquer par mon avocat, j'ai passé l'expertise, mais ça scandalisait à la fois les experts qui m'ont dit mais c'est avilissant et tout. Et ensuite, quand je suis passé au conseil régional de l'ordre des médecins, que j'aurais raconté l'histoire, ils ont dit c'est pas pensable, quoi. Et ils m'ont dit, j'ai dit je vais le poursuivre pénalement, ils m'ont dit attendez avant qu'on vous envoie le document final. Dans le document final, ils disent que évidemment je suis sain d'esprit, que deuxièmement, les motifs qu'il invoque sont futiles, et que troisièmement, ils sont antérieurs à la période où l'hôpital, à la demande du chef de service, a renouvelé mon contrat. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est ce qu'a dit l'adjudant-chef de gendarmerie qui a fait l'enquête remarquablement bien, ils sont cuits, quoi. Il est cuit, hein. Il pourrait aller en tôle, hein. C'est une subornation de témoin, quoi. Et j'ai été voir le directeur avant de partir, je lui ai dit, si vous faites rien, il y aura encore des suicides. Il y a eu 2 morts de plus, 3 je crois. Hein, voilà. Et les parents portent plainte par pendaison, toujours. Toujours, hein, voilà. Et avec les mêmes produits ? Avec à peu près les mêmes produits, oui, c'est toujours les mêmes saloperies, les SSRI, là, les Serotonin Reuptake Inhibitor, là, qui sont des pourritures pas possibles pour lesquelles il y a eu d'innombrables jugements rendus aux États-Unis, dont le dernier c'était $1 million pour un suicide d'adolescent. Hein, voilà. Et les autres familles font aussi un procès. Et pour vous dire le niveau de folie de ces types, parce que les gendarmes ont été très secoués par cette affaire-là, quoi. En plus, moi, je soignais beaucoup de gendarmes de la brigade, et puis dans la famille, on est bourré de militaires, il y a des gendarmes, des marins, il y a de tout, quoi. Donc, on est très proche de ces milieux-là, si vous voulez. Et quand je suis resté 5 heures avec l'adjudant-chef qui faisait l'enquête, et je lui ai donné les éléments pour lire les dossiers. J'ai dit, les malades ne sont jamais examinés. J'ai dit, un dossier de médecine, c'est exactement comme une enquête de gendarmerie. Hein. J'ai dit, c'est la même chose. Je me suis inspiré d'ailleurs d'un texte du directeur de gendarmerie pour un mémoire de droit. Et donc, une fois que je lui ai donné les éléments, il a été reprendre tous les dossiers. C'était cataclysmique. Hein. Mais l'autre cas, il est resté vivant, lui, mais c'est analogue. C'est un jeune Iranien à qui on a donné un neuroleptique pour un truc anodin, sans l'avoir examiné, parce que j'ai le dossier original. Le dossier, c'est un moniteur de colonie de vacances, aurait pu faire autant. C'est-à-dire, il écrit, son enfance s'est passée, enfin les conneries comme quand j'étais externe. Il n'y a absolument pas l'examen psychiatrique, c'est comme un médecin, il est actuel, les maladies, la concentration, l'attention, la mémoire, le sommeil, la vigilance, enfin tous ces machins-là, la motricité, tout ce que vous voulez. Hein. Et ils lui ont donné un médicament pourri, hein, soi-disant qu'il s'appelle le Soliant, hein, qui est un médicament soi-disant antidépresseur, ce qui est une connerie, un mensonge éhonté. Je connais toutes les études, se ramènent à une étude faite par Luc Rubier, que j'ai bien connu quand j'étais en industrie, qui est un voyou, hein, et une seule étude qui est business made, hein, qui est fait par le laboratoire de Lagrange, je crois, qui n'a pas la moindre valeur. Alors dans la littérature, vous trouvez des trucs, ce produit est un antidépresseur, et chaque fois vous retombez sur la même référence, en cascade, et vous arrivez au même endroit.
Et là aussi, on a eu une montée, c'est-à-dire que plus il allait mal avec ce médicament, plus on y augmentait jusqu'à finir par une hospitalisation d'office encore. Hein. Le Soliant, c'est un inhibiteur de recapture de la sérotonine? Non, il est différent. C'est un bloqueur des récepteurs dopaminergiques dans le mésencéphale et qui est le plus mauvais neuroleptique que j'ai jamais connu, quoi. Hein. Et qui a un truc pourri. D'ailleurs, il n'a jamais été sur le marché dans les autres pays que la France. Peut-être en Italie parce que c'est facile, mais jamais aux États-Unis. Donc là, lui, il fait un procès et je l'ai aidé en montrant notamment, avec des références prestigieuses, si vous voulez, que quand on prescrit des médicaments comme ça, il faut avoir une intelligence capable d'une analyse très fine, très abstraite, que c'est difficile, prévenir les gens qu'il y a un risque et être capable de faire la différence entre les signes de la maladie et les signes du médicament, quoi. Hein, voilà. Et le troisième, c'est plus un truc psychiatrique, c'est une dame de Mayenne, de la ville de Mayenne d'ailleurs, qui a été traitée depuis 1998 elle a commencé par prendre du lipentil, c'est-à-dire une merde pas possible, cancérigène, avec de l'inexium, qui est un antiacide, donc un bloqueur de la vitamine B12, et donc un facteur cancérigène qui est connu depuis au moins 30 ans, quoi. Hein. Et on lui a donné du Fosartan, Fosamax, qui est une merde pas possible, supposée traiter les ostéoporoses, mais qui est cancérigène à mort, facteur de fibrillation auriculaire, donc elle a et de stroke, d'IVC. Elle a donc développé une fibrillation auriculaire. Ils lui ont donc donné un médicament supplémentaire qui est l'amiodarone, la cordarone, qui est une pourriture pas possible, facteur de stroke. Hein. Donc elle a fait donc un accident vasculaire cérébral, hein, dû au médicament. Et en même temps que ça, elle avait un cancer digestif qui s'est développé et elle est morte d'une tumeur de l'intestin grêle et du péritoine, je crois. Voilà. Hein. Donc les enfants, fils est inspecteur des impôts, ils ont demandé mon aide pour poursuivre les médecins qui l'ont amenée à la mort scientifiquement, quoi. Elle avait 4 molécules qui l'amenaient à la mort et on voit que ces abrutis-là n'aient pas su, hein, quand même, les cardiologues, la fibrillation auriculaire, c'est une des complications majeures du Fosartan, du Fosamax, hein, voilà. Qui a déjà aux États-Unis, j'ai trouvé plusieurs sites, des attorneys, des avocats spécialisés, Fosamax Malpractice Suit, hein, voilà, hein, c'est-à-dire produit Malpractice Suit, c'est les procès pour faute médicale, hein, voilà. Hein. Oui. Ça, c'est les trois choses dont je me suis occupé. Précédemment, j'ai aidé aussi un jeune garçon à se débarrasser d'une menace de mise sous tutelle. Il m'a connu par Radio Courtoisie. Son père l'avait amené dans un traquenard, amené à Sainte-Anne. Et là, j'ai démoli, c'était le juge Nanterre qui s'est occupé de Madame Bettencourt. J'ai démoli son expertise, c'était un régal. Alors, première expertise, je la démonte entièrement en disant le type il se contredit d'une page à l'autre. Non, je dis c'est formidable, Sainte-Anne doit faire des miracles parce que ce garçon arrive avec une anorexie grave à 17h et à 18h30 il en est guéri puisque l'examen par le généraliste de l'hôpital ne trouve pas trace de cette maladie. C'était tout bidon, quoi. Alors le juge regarde ça, la juge dit on ne peut pas mettre une tutelle avec un truc pareil. Puis l'avocat de la partie adverse trépigne, mais madame le juge, machin, etc. Alors, à force de gueuler, elle dit, bon, on va demander une troisième expertise. Alors, je l'ai récupérée, la troisième, mais celle était pire que les autres, quoi. J'ai photocopié les pages en disant, elle dit le contraire. Et là, le juge, elle a lu ça, elle a dit, bon, on parle plus de mise sous tutelle. Voilà. Voilà les cas que j'ai en ce moment, si vous voulez, enfin, malgré moi, quand même, parce que je ne suis pas ni avocat, ni spécialiste de la question. Pas utilisé, c'est ma belle-sœur que vous avez vue, qui est aussi assez stressée, ils sont un peu stressés dans la famille. Elle était à Dijon à l'époque, il n'y a pas si longtemps que ça, là, il y a l'année dernière ou l'année avant. Elle me dit, je suis en train de faire un AVC, tout ça. Je dis, mais non, vous êtes angoissé, je viens. Je dis, donc je viens de Paris, et j'arrive, elle était déjà au CHU. Et je leur avais envoyé un fax en disant, elle n'a rien du tout, hein, c'est une réaction autonomique et tout. J'arrive, ils me disent, oui, effectivement, on a fait tous les examens, elle n'a rien, mais quand même on va la garder parce qu'elle a un score de 12 sur l'échelle de machin. Je lui dis, mais l'échelle de machin, c'est pas un totem sioux, c'est pas la pitié de Delphes qui vous a parlé, c'est vous qui le remplissez. En quoi les chiffres ont plus de valeur? Je leur dis, et vous voulez lui faire quoi? Alors, ils voulaient la garder en service de réanimation neurologique, c'est-à-dire 3 000 € la nuit,
Et j'ai dit, vous donnez quoi comme médicament? Alors ils me disent les trucs, j'ai dit, vous savez que ça augmente de 40% la mortalité. Alors là, ils ont des cons. Oh, je vais appeler le professeur machin pour qu'il vous explique. Je dis, vous pouvez appeler le pape si vous voulez, hein, c'est l'étude Oslo 95, publiée, on s'en va. Ah, si c'est comme ça, vous pouvez partir. Je dis, oui, on s'en va, bien qu'on soit désolé de quitter des gens si charmants et aussi accueillants, mais on fout le camp, quoi. Ça fait 2 ans. Vraiment, ça a toujours quelques petits troubles, mais qui n'ont rien à voir, ni de près ni de loin. Hein. C'est-à-dire que ces gens-là sont des incompétents totaux. Ils n'ont plus la connaissance du terrain. Hein. C'est comme si vous faisiez la guerre de jungle en lisant dans un manuel des Cursor Junior. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on est dans la guerre de jungle, hein, voilà. Hein, au lieu d'avoir l'intuition et tout. C'est effrayant, quoi. Alors que les publications sur les oméga 3, ça date, les premières, c'est 1900, peut-être 38 ou 40. Bang et Dyerberg en Suède, Portnoy en Norvège, et Serge Renaud, qui est un immense savant, c'est lui le French Paradox et le régime crétois. Hein. Tous les autres, personne ne le connaît. Hein. Serge Renaud, il était professeur and chairman c'est un Français, hein, un Gascon, à Canada. On l'a fait venir en France à l'INSERM parce qu'il n'y avait personne qui avait la taille internationale pour avoir un laboratoire de nutrition clinique. Hein, y compris les gens qui passent à Radio Courtoisie, ceux qui aiment bien Ridley Scan. Il y en a un qui vient toujours rouler les mécaniques sur les oméga 3. Je dis, c'est des ceintures jaunes, ceux-là. Hein, tout au plus. Et, allez, orange, si on veut. Voilà, hein. Et ce qui est extraordinaire, c'est que même là, si vous voulez, les gens se laissent piéger par les réputations mondaines. Des vrais savants, vous ne connaissez pas. Serge Renaud, dans le monde entier, il est connu. Il a fait des études en Crète, des études à Okinawa, dans le Gers. C'est lui, le French Paradox, qui a exaspéré les anglo-saxons, c'est lui, quoi, hein, qui a montré que le vin et le confit de canard pomme sarladaise, c'était la meilleure prévention du cœur, quoi. Voilà. Hein. Pour vous dire à quel point la médecine est dans un état lamentable. Tous les médicaments utilisables pour protéger l'organisme, notamment les flavonoïdes, c'est-à-dire en gros ce qu'ils appellent les médicaments de confort pour la circulation. Probablement que les autres médicaments, ils ne sont pas pour le confort, ils sont pour vous emmerder, quoi. Hein, voilà. Hein. Les flavonoïdes, c'est les substances c'est les cyclodiacétogénides, c'est ce qui colore les feuilles en jaune. Vous voyez, c'est les plus puissantes substances anti-inflammatoires qu'on connaisse, quoi. Hein. Il y en a des milliers de publications là-dessus, dans les trucs les plus prestigieux, personne ne s'en sert jamais, quoi. Par contre, on va vous donner, là, la dernière de mes histoires, c'est une personne de 85 ans qui est en pleine forme, que j'ai arraché des mains au Kremlin Bicêtre d'un traitement d'une pseudo-acromégalie. La piqûre, c'était 1 000 € par jour, pour vous dire le prix. Ça la rendait malade, donc j'ai dit, vous allez dire au professeur que c'est du pipeau. Il a dit, ah, c'est pas bien, ben on arrête. Vous voyez, alors, en plus, vous voyez le niveau de confiance, quoi. Et maintenant, elle a un truc dans la macula, vous savez, là, c'est un léger truc. Alors, ils lui ont proposé un traitement. Alors là, c'est moins cher, c'est 900 € l'ampoule à injecter dans l'œil, avec un risque de mortalité de moins 40%, quoi. Alors que les traitements de base, la quercétine, les cyanolique de raisin, les machins, les trucs, l'arginine, le sélénium et tout, c'est des réparateurs tissulaires absolument remarquables. L'organisme, il ne se répare pas avec des médicaments de synthèse, quoi. Hein. Voilà, hein, parmi les millions de trucs que je pourrais vous dire, parce que c'est un sujet. Et là, ça m'a permis... j'étais membre d'un club qui a disparu parce que c'était des voyous qui s'appelait le Chemist Club à New York, où j'ai pu avoir la vérité sur ce qui se passait derrière, quoi. Les magouilles des brevets, les conneries, les menteurs, les trucs trafiqués, les mensonges scientifiques. On vit que là-dedans. Hein. Il y a un grec, Ioannidis, je crois, qui travaille aux États-Unis maintenant, qui a publié un article qui s'appelait « Pourquoi 98% des publications médicales sont fausses ». Voilà. On pourrait partir là-dessus. Que faire, si vous voulez, parce que qu'est-ce qu'on peut faire, ça ferait... rien, il n'y a que ceux qui veulent entendre. Et alors il y a le rôle maléfique de l'agence française de médicaments, et qui supprime systématiquement les médicaments les plus utiles et les moins dangereux contemporains. Ça a commencé avec le Rivotril, un truc dont je me suis servi depuis 30 ans, hein, qui est un médicament extrêmement sûr, qui est le moins dangereux de toutes les benzodiazépines et le plus efficace. Sous prétexte que les drogués s'en servaient, ils l'ont supprimé. Mais à ce compte-là, même la San Pellegrino, ils s'en servent. Hein. Donc ils peuvent la supprimer. Hein. Bon, c'est une connerie. Pensez bien qu'après, c'était les neurologues, c'est la drogue des violeurs. Après que les violeurs, ils attendent de Rivotril, et bien ils vont prendre du Valium à la place, où ils vont saouler les gens. Hein. Après, ça a été la minocycline. Et c'est bizarrement des médicaments que j'avais découvert. La minocycline, c'est un antibiotique qui a des capacités neuroprotectrices étonnantes. Hein.
protège les neurones dopaminergiques. Donc j'ai réussi un coup extraordinaire chez un jeune ingénieur agricole qui avait visiblement une infestation par des germes invisibles, qui sont une des pires saloperies qui soient, qu'on appelle cell wall deficiency, parce qu'on ne peut pas les voir. Donc ça a été constamment nié, sauf maintenant ils ont réussi enfin à faire des photos en immunofluorescence qui le montrent. Vous parlez des germes intestinaux ? C'est des germes qui sont partout dans l'organisme. C'est comme des immigrés, ils s'infiltrent, vous ne pouvez pas les détecter. On peut penser un peu au microzima ? Des choses comme ça, quoi. Ils prennent la place dans les cellules et ils n'ont pas de paroi cellulaire, cell wall deficiency. Donc c'est comme le serpent, il est tout nu, donc on ne peut pas le saisir. C'est un mix entre le prion et la bactérie ? Un peu, c'est difficile à dire. C'était les Australiens qui ont trouvé ça, et le premier qui a publié dans ce domaine, c'est lui qui a découvert Helicobacter pylori. C'est un type qui a été traîné dans la boue pendant 2 ans, puis au bout de 3 ans, il en a donné le prix Nobel, quoi. Voilà. Bon, c'est déjà bien. Voilà. Et là, j'ai réussi à sortir d'affaire ce jeune garçon qui était crevard depuis son adolescence, quoi. Et il a repris 4 kilos et tout, il a pu faire un enfant à sa femme, ce moyennant quoi la minocycline est devenue interdite aux médecins de ville sous prétexte. Ça fait 40 ans que ça existe. Il y a eu un mort, donc personne ne sait, comme s'il n'y en avait pas des dizaines et des centaines d'autres avec les médicaments, ils l'ont interdit. Et chaque fois, vous voyez, il y a un dérivé de l'imipramine qui a disparu, et chaque fois, c'est comme si on enlevait des baumes protecteurs, si vous voulez. Il y a une logique derrière, quoi. Logique du complot. Ouais, il y a une logique, c'est clair. Et est-ce qu'ils sont chers, ces médicaments ? Non, Voilà. ça coûte 2 €. Voilà. Ouais, c'est ça. Non, parce qu'on a vu des laboratoires qui justement retiraient du marché des médicaments qui marchaient très bien, Voilà, et qui n'étaient pas assez chers. Et exactement. ils remettaient un petit C'est ça. truc de perlimpinpin, Oui, c'est ils les ça. remettaient sur le C'est marché ça. très cher, C'est ça. mais avec Exactement. les mêmes Exactement. prescriptions. C'était le cas pour le fer injectable, par exemple, qui est passé de 2 € la boîte à 180 €, quoi. Voilà. Le fer lucien, un truc comme ça. Voilà, le fer lucien n'existe plus. Non. Et un jour, je leur dis, mais votre fer, là, vous dites que c'est intraveineux, on peut le faire intramusculaire. Comment vous n'y pensez pas? Mais je dis, si on peut le faire dans l'intraveineux. Je dis, c'est un truc. Je dis, ne me la faites pas, je travaille dans des labos, c'est du pipeau, votre truc. Alors, ils ont rigolé, quoi. Oui. J'ai dit, j'ai fait de votre fer injectable, et ça, intramusculaire, ça passe très bien, à condition de ne pas tatouer les gens, voilà. Voilà, ça, soit très profond, quoi. voilà, ça, ça fait partie de Big Pharma, quoi, qui est encore... on pourrait en parler des heures et des heures, mais c'est un domaine tellement énorme. D'après Even, ça serait un moment, ça risquerait de s'arrêter, quoi. Il risquerait de... Le processus. Big Pharma, voilà, le processus. Là, ils n'en prennent pas la gueule, en ce moment, aux États-Unis. Parce qu'ils se sont ramassés une série de procès absolument énormes. Il y a un truc qu'on peut lire en français, c'est des thrillers, comme ils disent aux États-Unis, de Robin Cook, qui est professeur assistant à Harvard, et c'est des thrillers médicaux. Il y en a un qui s'appelle Fièvre, que vous pouvez trouver, il dit « J'ai à peine forcé la dose ». C'est l'histoire d'un labo qui amène à la mort des gens. C'est remarquable. Si vous voulez trouver, lisez-en un ou deux, parce que c'est... On fait pas partie du rituel morbide qu'on nous assène entre l'avortement, Gaza. Ouais. Vous pensez que c'est ça ou même pas? Ça fait partie quand même... on peut rien comprendre à tout ça si on n'a pas une vision quand même... d'une activité occulte et maléfique derrière. Autrement, c'est incompréhensible, quoi. C'est-à-dire que c'est encore plus mystérieux d'éliminer le mystère, quoi. Parce que si vous éliminez la théorie du complot, c'est encore 1000 fois plus mystérieux. Oui, c'est comme disait un type, pour être athée, il faut croire des choses 10 fois plus folles que les gens qui croient en Dieu, quoi. Vous voyez, voilà. Et donc là, c'est un peu la même chose. Et là, il y a visiblement... l'histoire du cholestérol, quand la première fois que j'ai vu Serge de Becquet, c'est sur ce sujet, je lui ai dit, la seule façon qu'on peut, il n'y a pas 1000 façons de détruire les gens, c'est en touchant les graisses, parce qu'il y a des graisses qui sont irremplaçables, comme les oméga 3, vous touchez ça avec le cholestérol, vous ruinez la santé de tout l'Occident, quoi. De tout l'Occident. De tout l'Occident. Vous dévirilisez les hommes, vous castrez les femmes. Modifiez le cerveau. Voilà, vous modifiez le cerveau. Il suffit de voir. L'autre fois, je regardais, j'ai un neveu qui est sorti premier de naval d'ailleurs, et qui est donc il est déjà capitaine de vaisseau, je crois qu'il est capitaine de frégate de vaisseau. Il commande l'artillerie et des missiles de la frégate lance-engin Forbin. Alors j'ai voulu voir, c'était un ancêtre à moi, le chevet de Forbin, donc j'ai voulu voir à quoi ça ressemblait. Donc j'ai trouvé un documentaire,
Et j'étais fasciné en regardant le personnel de la passerelle, y compris le commandant. On dirait des scouts, quoi, tellement ils sont juvéniles. C'est-à-dire pas du tout la gueule des guerriers que moi j'ai connus quand j'étais petit en Algérie, hein, où il y avait une compagnie du premier rêve de la Légion qui était chez moi. Les types, c'était des guerriers d'ancien régime. Là, c'est des gamins, quoi. Hein. C'est-à-dire, les hommes de maintenant, ils font ils font la guerre par ordinateur. Hein, on dirait des enfants, quoi. Hein. Ils n'ont plus rien de viril, quoi. Hein. Et ça, c'est aussi lié au plastique. Hein. Hein, parce que les éléments de plastique, ça passe dans la peau et c'est des anti-hormones. Hein. Les polyphénols là, du plastique. Non, pas les polyphénols, les polyprènes, là, les néoprènes et tous ces machins-là. Voilà. Hein. Oui, ce qu'on appelle des conserves. Alors, voilà. Je vous livre tout ça au hasard, hein, c'est une sorte de conversation à bâton rompu. Ça va dans le sens des veines avec les médicaments qui dénoncent là. Et apparemment, il y a pire que. Tout est acheté. Oui, tout est acheté en ce moment, hein, c'est vrai. Non, mais les médocs. Ah oui. C'est ça. Donc, vous prenez une maladie comme la mucoviscidose, hein, qui nous casse les machins avec leurs recherches à la con, personne n'a jamais rien trouvé. Le meilleur médicament, c'est l'eau salée, quoi. Ah oui, parce qu'on retrouve le milieu marin. Voilà, c'est l'eau salée. À Péraridi, il y a un centre de mucoviscidose. Oui, ouais. Mais c'est une maladie qu'on ne soigne pas plus que quand j'ai été externe en 1968. Hein. Hein, quant au cancer, n'en parlons pas. Hein, alors là, quand vous cherchez, parce que c'est dans la presse anglo-saxonne quand même qu'on trouve les meilleures critiques, quoi. Pour la chimio, par exemple. Oui, pour la chimio. Par exemple, j'ai trouvé dans le British Journal of Medicine, qui est un truc prestigieux, une rubrique qui s'appelle If I Had, si j'avais, dans lequel ils interrogent des médecins top niveau en leur disant si vous aviez ça, est-ce que... Alors il y a une interview d'un professeur de chirurgie digestive à St Mary Hospital à Londres, top niveau aussi, et on lui dit, monsieur le professeur, si vous aviez un cancer de l'intestin, est-ce que vous feriez faire ce que vous faites aux autres, c'est-à-dire les anus artificiels, hein, les abouchements du... Je ne me souviens plus le nom scientifique, là. Hein. Bon, une iléostomie à la paroi, là. Il dit sûrement pas. J'admire beaucoup ceux qui ont le courage de supporter ça, mais je me ferais pas traiter, quoi. Et dans le même truc, on voit qu'une enquête faite sur comment réagissent les médecins au cancer, exactement à l'inverse de ce qu'ils recommandent à tout le monde, quoi. C'est-à-dire qu'ils fuient comme des fous, quoi. Je vous donne deux exemples, on pourrait multiplier... les exemples en montrant que tout est trafiqué, c'est-à-dire quand ils vous disent qu'ils guérissent des cancers, ils guérissent des cancers qui n'en sont pas, quoi. Parce que personne ne maîtrise l'imagerie médicale. Hein. Les gens tergiversent, ils vous enlèvent un sein, puis ils vous disent, vous voyez, il n'y a pas eu de rechute, évidemment, il n'y a pas de cancer, quoi. Hein. Voilà. Et ça, c'est dans toute la presse. De toute façon, et la chirurgie et les chimiothérapies, les rayons... Ah bah mon copain Momo, il est mort. Hein. Il a fait confiance à la médecine. Ah non, tac. Il a une rémission, soi-disant. Dès que vous faites une ponction, immédiatement vous disséminez les cellules. Mais oui. Le problème, c'est pas la tumeur, c'est l'organisme qui maintient les cellules encerclées, quoi. Hein. Ouais. Voilà. Hein, et quand elle arrive à s'en défaire. Quant au médoc, parce que la base, c'était... Ils dérivent tous plus ou moins des gaz moutards de la guerre de 14. Bon, oui, hein, c'est du péril. Alors, ils dérivent des gaz moutards de la guerre de 14, hein, des gaz mortels. Hein. Les médicaments anti-cancer. Oui, les premiers en tout cas. Hein, bon. Et alors le méthotrexate et tout. L'idée c'est, oui c'est dangereux, mais comme les cellules cancéreuses se reproduisent très vite, il y en a beaucoup, il y en a plus qui meurent avant. Seulement à cette époque-là, les mecs, la cytokinétique ça n'existait pas. Et maintenant, on sait que les cellules cancéreuses mettent 25 ans à se développer, et qu'avant qu'ils tuent une cellule saine, une cellule cancéreuse, il y en a 25 milliards de saines qui meurent, quoi. Donc, parce que pour ma propre belle-mère, j'ai interdit qu'on la soigne, elle n'est pas du tout morte du cancer du sein, mais en cherchant sur le Taxol, c'est extraordinaire, dans le manuel que j'ai consulté, qui était de ce qu'il y avait de mieux aux États-Unis, le type disait finalement... il y a plus de morts avec cette drogue, donc sa prescription c'est plus psychologique qu'autre chose. Mais le Taxol c'est issu de l'IF, c'est ça? Je crois, oui. Je crois que c'est une molécule d'une intoxication. Voilà, c'est l'arbre des sorcières en plus. Oui, ouais, qui fait mourir les chevaux. Voilà. Mais ça, c'était pas le gaz moutarde. Enfin, non, après ils ont développé les trucs en cherchant ailleurs. C'est l'arbre des cimetières. C'est l'arbre des cimetières. Le premier de tous, le méthotrexate et les machins comme ça, ça venait de ces trucs-là et ça faisait s'ouvrir les gens pour rien et ça les amenait à la mort, quoi. Voilà. Personne n'a pu prouver les histoires de prévention. Ils sont caractérisés par l'invraisemblable pauvreté des éléments en faveur, quoi. Hein, c'est-à-dire que vous avez
quand c'est trafiqué, si vous voulez, à chaque fois vous avez des différences de 1-2%, des trucs bidons, etc. Par contre, la mortalité sous les traitements préventifs, et bien ça c'est l'étude Oslo 95 par exemple, où quand ils ont ouvert les trucs, ils sont aperçus qu'il y a 40% de plus de morts dans les groupes traités. Hein. Pour l'hypertension. Pour l'hypertension, c'est depuis cette époque-là qu'en principe, les bons, ils ne donnent plus d'antihypertenseurs après les infarctus du myocarde. Deuxième chose, c'est que quand on vieillit, l'élasticité des vaisseaux du cerveau diminue. Il faut donc que l'ondée systolique qui envoie le sang au cerveau soit plus puissante pour franchir l'obstacle. Et la pression du sang sur l'artère, c'est un élément qui entraîne le renouvellement des cellules. C'est comme quand vous taillez les haies, si vous voulez. Quand vous faiblissez, quand vous faites baisser la tension, le cerveau est plus oxygéné et les vaisseaux deviennent de plus en plus fins et instables jusqu'au moment où ils claquent. C'est pour ça qu'il y a cette mortalité paradoxale pour ces gens-là, parce qu'ils se disent, j'avais vu dans l'article du JAMA, ils disaient c'est paradoxal, évidemment ça ne remet pas en cause la prévention. Alors qu'est-ce qu'il vous faut 100% de mort pour que ça remette en cause la prévention. Le principe de la cardiovasculaire, c'est la tension n'est traitée que si les gens viennent en disant docteur j'ai trop de tension, et c'est jamais traité sur la découverte de chiffres à un examen par un brassard. Ça c'est Braunwald dans le manuel de cardiologie de Harvard, avec une 50aine d'auteurs prestigieux. On ne traite jamais quelqu'un en mesurant ces trucs. C'est où il y a de la tension qui retentit néfastement et on la traite, et en général c'est pas avec ces médicaments, ou il n'y en a pas et on touche rien. Si les gens ils ont 17, 12 et qu'ils sont en bon état et qu'ils n'ont rien, il ne faut pas toucher, quoi. Vous ne faites pas baisser les tours du moteur de façon anodine, quoi. Vous pouvez répéter sur la pression qui fait régénérer les cellules? Il y a une action, la pression du sang stimule les cellules, elle les oblige, les cellules endogènes de l'endothélium à se régénérer. C'est la pression qui les oblige, de même que si vous faites 50 pompes tous les jours... Ça caractérise. Voilà. Oui, parce et les signaux biochimiques, quand la cellule sent cette pression, elle est obligée de travailler pour resynthétiser ces molécules de sa paroi, quoi. Donc ne panique pas quand tu as 17. Ben non, mais elle me fait paniquer. Alors, sur toute une journée, j'ai écrit le Et ça, c'est la dernière des choses à faire, c'est dès que vous me prenez la tension en vous disant comment est ma tension, vous la faites monter de 20%. Bien sûr. C'est exactement ce que disait James Braunwald, qui est une gloire de la cardiologie. Il disait, moi-même, quand j'en prends ma tension, elle augmente de 15%. Quoi. Voilà. C'est l'effet blouse blanche. Voilà. Et l'histoire là-dedans, c'est qu'est-ce que vous avez comme signe? Si vous n'aviez pas eu l'appareil à tension, est-ce qu'elle aurait découvert que vous aviez de la tension, votre médecin? Toi, oui, parce que tu fatigues. Hein. Quand je fais un pic de tension, c'est souvent après une journée de fatigue, très grosse fatigue, énervement. D'accord, mais là... Et après ça retombe. L'histoire de la tension, c'est secondaire. Un centre qui pilote ces trucs-là, c'est pas un centre de tension qui vous met dans cet état-là, c'est un ensemble comportemental qui vous met en alerte aéroportée à 20 minutes, comme on dit dans l'armée, et où tout s'élève. Si le meilleur truc qu'on pourrait vous donner dans ce cas-là, ça serait ou de l'avlocardine ou du catapressant. Si on devait utiliser un médicament, c'est-à-dire en s'adressant au centre du cerveau, et pas à la périphérie. Quoi. Mais c'est ce que je ressens. Voilà. Et c'est comme s'il fallait enlever la pression d'en haut, en fait. D'accord, mais ce que vous décrivez là, c'est une alarme du système nerveux autonome. Et les médicaments, c'est pas là-dessus qu'ils agissent, ces médicaments de la pression. Ils vont agir sur les reins, ils vont agir sur comme l'olmesartan et tout ça, ils agissent sur les récepteurs à la vitamine D. Alors vous avez des conneries, des médecins qui en même temps vous donnent de la vitamine D et puis un bloqueur des récepteurs de la vitamine D, quoi. Il faut dire que là on rentre dans de la médecine difficile, quoi. Alors je pense que ça c'est un sujet qui serait bien de traiter. Oui, on pourrait... Chirurgie cardiaque, entre mes années d'externe, et donc c'est un truc que je connais bien. Il me manquait 2 ans pour... Alors, hypertension, diabète. Mais le tout, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de se poser, parce que par la force des choses, je passe mon temps à soigner des gens qui ont des choses comme ça, quoi. Mais ce qu'on peut dire au moins, c'est dire on ne va rien affirmer ex cathedra, mais voilà les éléments de preuve qu'on a, quoi. Voilà ce qui est dans la littérature. Comme a fait Aven, il a fait comme un cours pour expliquer. Puis après, les gens prennent ou prennent pas, voilà. On ne les oblige pas. En tout cas, peut-être que parfois c'est utile, j'en sais rien. Ce qui est anormal, c'est quand vous êtes dans un hôpital comme j'étais à Smur, où j'étais tout le temps fourré aux urgences, parce que comme j'ai touché à tout, les internes venaient me chercher, ils savaient que... Il faut dire qu'un jour je suis arrivé aux urgences, les types ils avaient affiché sur Google, Wikipédia, les signes d'une maladie. Enfin,
Quand j'ai raconté ça à un camarade qui est plasticien, chirurgien plastique à Paris, il m'a dit quand on était interne, on avait tout le dossier dans la tête, quoi. Il regardait les signes de la typhoïde, ouais. Ça c'est dur, ça. C'est grave. C'est comme vous voyez que le commandant de bord de votre avion qui est en train de lire comment on fait quand il y a un orage à 30 000 pieds, quoi. Voilà. Hein. Non, c'est total verrückt, hein, comme on dirait en allemand. Hein. Voilà. Et c'est fou, quoi. Donc voilà où oui, on peut faire sur la psychiatrie surtout. Moi, voilà. J'ai l'internement d'office. Hein. Bien sûr, oui. bien sûr. Le syndrome qu'a mis Claudel, si vous voulez participer. Parce que la psychiatrie, c'est un cataclysme hein, dans ce pays. Oui, hein. oui. D'abord, c'est les plus mauvais hein, qui vont en psychiatrie. Hein. C'est bien connu. D'ailleurs, dans ma promotion d'interne à l'époque, il y avait tous les postes de professeurs étaient libres. C'est-à-dire tous les gens de ma catégorie, moi j'aurais pu devenir professeur de psychiatrie, hein, j'étais jusqu'au grade assistant des hôpitaux, après c'est l'agrégation, mais là c'est que du piston quoi. Hein. Ben, les trois, il y en a 4, ils sont tous devenus professeurs. Il y a Ruffo, cette espèce de cinglé, là, Marcel Ruffo, vous avez peut-être vu, qui est un cinglé total qui a été professeur. Il y a Dominique Pringuet à Nice. Il y a Catherine Mourin-Siméoni à Paris. On l'a fait venir de Marseille parce qu'à Paris, il n'y avait pas un seul interne qui était prêt à devenir pédopsychiatre. Voilà. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est faire passer le message pour les parents. Quand l'enfant commence à avoir des problèmes, des conseils, vous voyez, plutôt que de l'internement ou... Oui. Et qui Bah vous. Ouais, d'accord, mais... À qui adresser? C'est dans ma propre famille, c'est la même chose. Hein. Après, on verra, c'est différent. Après, ça fera peut-être des petits. On peut déjà dire les maladies psychiatriques, c'est des maladies qui sont aussi médicales que n'importe quelle autre. Hein. Un des derniers trucs là-dessus qui a rendu fou furieux d'ailleurs, mais c'est indiscutable parce que c'est la plus célèbre université du monde, qui n'est pas ni Harvard, ni Yale, ni Columbia, mais qui est Johns Hopkins, que les gens ne connaissaient pas. Non. Hein. Johns Hopkins, c'est Dr House. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, ce feuilleton, là, à la télé. Bon, moi non plus, hein, mais j'ai jamais vu la télé de ma vie. Mais Johns Hopkins, c'est dans le Maryland, c'est là où il y a le plus de prix Nobel au mètre carré. Hein. Donc c'est considéré comme le top niveau aux États-Unis. Hein. Et là, le centre de Neuroinflammatory Disorders, là, il y a un Colombien qui a montré que 90% des autistes étaient des maladies de l'intestin grêle qui pouvaient guérir avec du yaourt. Et ça a rendu furieux le reste de l'establishment. Alors évidemment, ils sont incriticables parce que eux, c'est des dixièmes d'âne. Hein. Il n'y a pas de discussion possible. Hein. Par contre, dans le Washington Post, il y a un article où il disait High science hijacked by natural medicine. Hein. Donc, ce qui veut dire la haute science kidnappée par les médecines naturelles, parce que ça les rendait fous qu'un mec à niveau si élevé dise mais il faut leur donner du yaourt vivant, quoi. Et ça va les guérir. Parce que l'inflammation, c'est des salles de cytokines. Alors là, on va interviewer, s'il répond, le professeur Serralini. Oui. Hein, il a dit OK. Ah bon? Oui. Parce qu'on a appris aussi, ma fille est chercheur, et on a appris que justement, le glyphosate était, donc le Roundup, était une des causes de toutes en amont de tout ce qui est intolérance alimentaire. C'est ça. Il n'y a peut-être pas d'allergie au gluten, mais au glyphosate. D'accord, et on est en train de travailler ça. D'accord. Et plus, c'est sensible. On a vu lui aussi, alors kyste, cancer, diabète, autisme, à cause du glyphosate. C'est la médecine de l'enfer, quoi. Enfin, la chimie je vais vous dire, parce que moi j'ai cherché, donc ce sera ma publication à moi, c'est qu'en fait, puisque nous on travaille un petit peu au niveau énergétique, vous voulez terminer? Non, pas du tout. Donc, le glyphosate, c'est une modification de la glycérine, un acide aminé. Glycine ou glycérine, j'ai vu, c'est la même chose. C'est la glycine. C'est la glycine. Il y en a qui disent glycérine. Bon, non, c'est glycine. On va dire glycine. J'adore d'ailleurs la glycine. C'est joli, hein. C'est joli. Et la glycine est un acide aminé qu'on trouve sur les comètes. Oui, j'ai vu ça dans Science quelque part. Ça n'a fait tilt à personne, ça. Ouais. Ça veut dire qu'en fait, la vie extraterrestre qui forcément nous vient de là-bas est cassée. Donc notre rapport avec l'ultra-terrestre, les intelligences, est cassé avec le glyphosate. Et notre donc ça nous coupe, c'est le complot. C'est clair. L'introduction du maïs aussi a été un truc dramatique en Occident. Oui. Parce que c'est une céréale polyincomplète qui est responsable des pélagres et qui est une pourriture et qui d'ailleurs fait le même effet sur la peau humaine le même effet sur les champs que sur la peau humaine.
C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas pousser pendant plus de 2 ans, ça craquelle tout, ça fout tout en l'air, ça pompe l'eau, ça sèche tout, et ça fait le même effet que les dermatites de la pélagre sur l'être humain, quoi. Vous voyez, par analogie. Bah, nous qui sommes allergiques au gluten, le maïs, de temps en temps, c'est notre seul échappatoire. Ah oui, mais vous avez toujours le sarrasin, hein, qui... ouais, le sarrasin, ouais. Et puis le seigle aussi, même si, parce que le gluten en lui-même, si vous voulez, quand il était dans des blés normaux, il n'avait pas le pourcentage où il est maintenant. Ouais, bien sûr. Parce que le gluten, c'est l'agent qui calme la douleur de la faim, en quelque sorte. Hein. C'est un exopeptide, une exorphine naturelle, quoi, qui a son rôle aussi. Quoi, exactement. Seulement là, ils ont augmenté les blés justement dans le but d'intoxiquer les gens, et même ils en rajoutent. Hein, vous pensez que c'est un complot ou c'est juste pour moi je crois qu'il y a... Le gluten, c'est le nom médiéval du péché. C'est dans Eckarthausen, dans le cycle du Graal, ils appelaient gluten la matière première du péché. C'est fou cette histoire. Voilà. Et en anglais d'ailleurs, glatinus, ça veut dire un crétin, un imbécile. C'est quelque chose qui colle, le gluten. Hein. On pourrait faire un interview, ça me pensait à Ardisson, interview complot, non? Alors là... Un peu. Non, comme avec de Beketch, finalement. Ouais. Non, ça vous dit pas? On reste dans la philologie. Pas dans l'immédiat, si vous voulez, pour toutes sortes de raisons, certaines je ne peux pas vous dire, mais... Quand vous êtes dans ces domaines-là, vous êtes exposé, si vous voulez, à des attaques visibles, et puis une visibilité supplémentaire. Voilà. Mais comme dit saint Thomas d'Aquin, protégez-nous de nos ennemis visibles comme ceux qu'on ne peut pas voir. Quoi. Et comment, ils ont essayé de faire échec au roi par la tour en sacrifiant leur tour à New York, ils n'ont pas réussi. Donc il faut qu'ils utilisent une autre stratégie. Vous pouvez suivre la partie d'échec. D'ailleurs, mon neveu qui est à l'école de guerre m'a dit, c'est le livre de Brzezinski, c'était le grand échiquier, quoi. Il y a une dialectique vachement mystérieuse, hein, donc et alors lui, parce que dans le domaine éthéré, le plus subtil, c'est pas l'atome, c'est l'électricité, hein, c'est les armes de Tesla, hein, de Nikola Tesla. Alors, vous êtes au courant de l'expérience de Philadelphie et de Montauk, bien sûr. Oui. Ça a été terrifiant, et on pense, moi, l'ayant testé, que la blessure, l'ouverture, donc par une sorte de trou de verre qu'ils ont fait, est toujours active. Et ils ont fait rentrer les démons. C'est depuis que tout merde. Hein. C'est clair, c'est clair. 43. On est protégé, c'est comme l'être humain. Le cœur, par exemple, on dit que Saint Mérin est mon cœur de force. Le cœur, il émet un champ électromagnétique qui porte à 5 mètres, hein, et qui envoie de l'énergie dans tout l'organisme. Hein. Si vous touchez le champ électrique du cœur, vous ouvrez les portes à l'ennemi, quoi. C'est pour ça qu'il y a des bloqués. Si vous le bloquez, si vous le bloquez, parce que nous, c'est ça. On n'a plus de prétention de se reconstruire. Bien sûr, si vous le faites baisser par des antihypertenseurs, des machins, etc., vous touchez les propriétés électromagnétiques, vous foutez tout en l'air. Ça, c'est bien. Et vous ouvrez des portes parce que ils ne peuvent rien directement, mais ils ont besoin, c'est comme les vampires, ils ont besoin d'une ouverture, et ensuite c'est nos propres pensées qui les nourrissent. Oui. Dès que vous avez des pensées de doute, de machin, ça j'ai lu un truc admirable qui s'appelle Peritoi Logismoi sur les pensées de Évargue le Pontique, un moine du 5e siècle, donc que vous pouvez lire la traduction française. Ces gens avaient une connaissance de ces agressions démoniaques, c'est inimaginable. Quand vous connaissez en même temps les neurosciences, vous voyez qu'ils savaient tout. Et c'est pour ça que quand on voit les rabbins, c'est le démon personnel. Voilà. C'est clair. Hein. D'ailleurs, il commence en disant parmi les premiers qui s'avancent au combat, Kataton Polémoi, les premiers, dit-il, qui avancent, le premier c'est Gastri Matkia Sorexi, c'est-à-dire le démon, non pas de la gourmandise, mais de la boulimie dégueulasse. Quoi. Or, toutes les maladies partent de l'intestin. Oui. Et ils disent, les autres, c'est Philargyria, l'amour de l'argent, et Anthropos Doxan, la gloire humaine. Il dit, tous les autres ne font que suivre ces assaillants de première ligne, ils appellent Oi Protostatoi, hein, qui étaient les officiers. Protostatoi, c'est celui qui est devant les autres, hein, qui menait les troupes au combat. Tous les autres ne font que suivre ces combattants de premier rang et recueillant les blessés que les autres ont fait. Voilà. C'est admirable. Et là, ils vous montrent comment ils arrivent, en jouant sur la mémoire et tout, comme par un phénomène d'induction, à se brancher sur vous et à rentrer dans le cerveau. Autrement, ils ne peuvent pas rentrer. Hein. Le ver, et quand on dit le ver est sous l'écorce, c'est sous le cortex. Le cortex nous protège, c'est son seul rôle, il n'a pas d'autre rôle. Mais s'ils arrivent à nous décorticaliser, hein, comme par exemple par les jeux vidéo, les machins, à ce moment-là, il n'y a plus cette défense électromagnétique qui rentre à l'intérieur. Les champs électromagnétiques des églises romanes, des clochers, des cloches,
hein, qui sont dans toutes les cultures, c'était fait pour les qui foutent le camp, le pouvoir des pointes aussi. Hein, qui entre les 2 exorcistes catholiques, ils ferraillaient contre le démon avec des épées, parfois ils les faisaient exploser. Quoi. Voilà. Voilà, voilà, exactement. Et les cloches, c'est la même chose, toutes choses égales par ailleurs, pour les tam-tams, les trucs au Tibet, hein, c'est, voilà quoi. Hein. Bah, en Italie, le tocsin sonnait souvent. Hein. Ah bah souvent. Hein. Par exemple, on dit que Saint Mérin est mon cœur de force. Le cœur, il émet un champ électromagnétique qui porte à 5 mètres hein, et qui envoie de l'énergie dans tout l'organisme. Si vous touchez le champ électrique du cœur, vous ouvrez les portes à l'ennemi, quoi.